Hey, bonjour à toutes et bonjour à tous, ici le CNS et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la première séance. La première séance ayant pour sujet la nouvelle série, la nouvelle saison, la saison 2 Battle for Sanctuary, de la série initiée par Netflix et maintenant disponible sur Crunchyroll, Knights of the Zodiac, Saint Seiya. Donc remake en images de synthèse de notre série préférée. Nous en étions arrêtés à l'épisode précédent, l'épisode 7, au dénouement du combat dans la maison du lion, qui voyait notamment le sacrifice de Cassios. Un épisode qui m'a, pour la première fois depuis qu'on a relancé cette nouvelle saison et ce nouveau concept, qui m'a déçu, mal scénarisé, mal amené, l'intensité n'était pas là, donc j'étais assez déçu, et j'ai espoir que ce nouvel épisode relève le niveau, en sachant que là, normalement, si on était dans les rails du manga, on arriverait directement à la maison de la Vierge, mais j'ai cru comprendre, parce que j'ai vu passer quelques photos spoilers, on allait avoir autre chose, de l'inédit, donc on va voir ça, j'espère que je vais apprécier. À savoir également qu'avec cette vidéo, je raccorde à la diffusion en direct, c'est-à-dire que la série est diffusée à raison d'un épisode par dimanche sur Crunchyroll, et là, l'épisode 8 qu'on va regarder ensemble maintenant, la première diffusion de cette vidéo, ce sera le vendredi qui suit. Ça veut dire que là, j'ai rattrapé la diffusion. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, là, vous avez eu toutes ces vidéos à raison d'une par jour. Finalement, je me suis maintenu à ce rythme, j'ai tenté l'aventure d'une vidéo par jour. Donc pendant une semaine, il y a eu une vidéo tous les soirs à 18 h. À partir de cette vidéo-ci, il faudra attendre la diffusion du dimanche avant d'avoir la vidéo, donc globalement, il faudra attendre, je pense, entre 1 et 2 jours pour avoir la suite de ce format première séance. Voilà. Et écoutez, on peut y aller. C'est parti, les chevaliers squelettes. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais avoir vu passer. Les chevaliers squelettes, si vous vous rappelez, c'est ce qu'on voit normalement lorsque Shiryu se rend à Jamir pour la première fois, donc au début de la série. C'est les chevaliers qui gardent le pont de Jamir. Donc c'est vrai qu'on ne les avait pas du tout vus, il me semble, dans la saison 1. Et là, on va les mettre en scène, visiblement. Ça va être l'objet de l'épisode. Donc très curieux de voir à quoi ça va servir. Donc comme dans le manga, Ayolia soigne la jambe de Seiya, qui n'a toujours pas été rejoint par Shun et Shiryu. Bon, là c'est la retranscription fidèle du dialogue du manga. La mise en garde contre l'ouverture des yeux de chacun. On s'est pas du tout attardé sur le corps de Cassios, vous avez noté. On a balayé le résiduel d'émotions, si tant est qu'il y en avait eu dans l'épisode d'avant. Le design de l'horloge du sanctuaire avec ses ornements en relief est plutôt joli, je ne l'avais pas précisé avant, mais j'aime bien. Ah. Ah, du nouveau. Milo qui espionnait le combat dans le temple du lion. Oh oh! J'aime bien le design de Milo. Le discours de Milo a réussi à faire douter Ayolia, c'est quand même intéressant. D'accord. Donc là, on nous fait un nouveau combat inédit de Chevalier d'Or. Par contre, je sais pas trop où ils veulent en venir avec cette scène en fait. Et d'un strict point de vue dramaturgique... En fait, ils abattent leurs cartes trop vite. On nous montre les golds avant même qu'ils soient combattus. On a vu Aphrodite, on a vu sa première arcane, on nous montre Milo. Bon, Milo on l'avait déjà vu, mais là on nous le montre en combat, donc on découvre... Pour quelqu'un qui découvre cette série pour la première fois, il ne découvrira pas les techniques de Milo au moment où les bronzes seront dans sa maison. Là, ils se battent entre eux, les golds. Je suis curieux, je me demande où ils veulent en venir avec ça. C'est même pas un ordre de saga,
d'aller abattre Aeolia. Tu m'étonnes qu'ils n'arrivent pas à voir clair dans son jeu parce que il est beaucoup plus subtil que dans la série d'origine, le pop, le saga pop. Bon, après, est-ce que c'était utile? Je sais pas, je pense pas. Hein. Est-ce que ça apporte quelque chose? C'est pas mal fait comme passage, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Je vois pas où il voulait en venir avec ça, à part pour montrer à quel point Saga manipule bien. Ah, alors l'autre passage que j'avais vu. Alors ça, je vais m'arrêter là. Ça là, les deux golds qui volent à travers la forêt, je suis sûr, parce que j'ai vu passer un mème, c'est pour ça que j'étais un peu spoilé. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui trouvaient ça ridicule, inadmissible. Bon, on peut pas être choqué par l'exécution, parce qu'effectivement on n'a jamais vu les golds faire ça, même si on avait déjà vu les golds léviter, etc. Rappelez-vous du combat Mu contre les renégats dans les eaux Hades, hein, ils se battent en lévitation. Mais ils se battent, ils sont en logique de combat. D'ailleurs, le combat contre Shaka, c'est pareil. C'est vrai que là, on les voit juste faire du vol, se déplacer en vol. Mais qu'est-ce que vous préférez? Quelque part, on les voit se déplacer plus vite que des humains normaux. Pas de manière instantanée, forcément. Je sais pas. Ça me choque pas plus que ça, moi, personnellement. Là, comme ça. Hein. Là que je comprends que... pourquoi ça fait l'objet d'un mème, hein, parce que c'est forcément jamais vu, mais... Bon, du coup, là, on a un gros changement par rapport au scénario d'origine, puisque Mu, clairement, en plus, c'est confirmé dans l'épisode 0, mais il savait déjà. Enfin, il avait bien senti, vu que Shion était son maître, que c'était plus son maître. Parce qu'il avait un très très gros doute. Là, en gros, il a le doute seulement maintenant. Et en plus, on nous dit qu'il a été entraîné aussi... Enfin, on a mis Daedalus comme autre disciple de Shion. Donc, on a vraiment... On augmente encore le rôle de Daedalus, son influence... Pour l'instant, on a que de l'inédit. Par le tout début de l'épisode, c'est que de l'inédit. Et moi, quand je vois les papillons, ça me fait penser aux ferries dans la partie Hades. Ah, et du coup, vous avez vu que Marine, en entraînement, devant les gardes du sanctuaire, n'a pas de masque. Donc on va peut-être nous justifier la raison du port du masque juste pour elle. Ah! Ça, je crois que ce truc-là, on l'avait vu dans la première saison, mais je crois... Tiens, voilà mon Shura! Et ça ressemble énormément à la façon dont ça avait été retranscrit dans le film, cette scène. C'est une reprise de la scène telle qu'elle a été retranscrite dans le film de 2014, là. Ah, c'est Aioros, le papillon. L'âme d'Aioros incarnée dans le papillon. Je le sais parce que c'est la voix du doubleur d'Aioros. Ah, donc ok. Donc le masque incarne sa destinée. Ok. Bon, au moins, il y a une raison au fait que ce soit la seule à avoir un masque. Ils ont justifié le port du masque comme ça. Ils ont créé toute une histoire autour du masque. Bon, au moins, de l'originalité, mais au moins ils ont justifié le fait qu'elle soit la seule à avoir un masque. Dans cet univers où le port du masque n'est plus obligatoire pour les femmes chevaliers. Bah, ils justifient, voilà. Écoutez, c'est intéressant, c'est une variation. Mais là, on part sur des rails complètement différents, hein, pour le coup.
mais beaucoup plus intéressant que ce qui a été fait en première saison avec Vandergrad, etc. Là, on fait une variation autour de l'histoire qu'on connaît. Toute la question est de savoir où est-ce qu'on va atterrir. Hein. Moi, j'ai rien contre les changements si à l'arrivée c'est pertinent et ça apporte quelque chose. Là, on a fait plein de changements. Donc, moi, je les accueille avec plutôt un regard bienveillant. Je suis que ça me rend curieux. Parce que du coup, ça va me surprendre. Oula! Ah oui, d'accord. Donc, les chevaliers fantômes, au lieu d'être... vont devenir des illusions de Shaka. Et du coup, au sein du sanctuaire. Est-ce que les scénaristes se sont rappelés des disciples de Shaka, rajoutent de l'animé pour faire ça? Ouais, bah bon, le look, c'est clairement celui des fameux chevaliers fantômes qu'on voit normalement à Jamir. C'est clairement ce passage-là qui n'avait pas été adapté et qui, du coup, ils nous mettent ici. Lors de la montée des 12 maisons. Ça fait une épreuve. Bon, clairement, cette du sanctuaire ne va pas se conclure en 12 épisodes. Hein, ça va être beaucoup plus long. Ce qui m'arrange, parce que là, voilà, ils se permettent de prendre du temps pour rajouter des choses qui étaient totalement futiles au récit. Hein. Ça, c'est une péripétie. Qui n'avait pas adapté avant, qu'ils ont mis ici. À mon sens, c'est pas pertinent d'avoir mis ce passage-là. C'était de l'aventure dans l'histoire d'origine pour ajouter du péril au début de l'histoire, au démarrage de l'histoire, ajouter une dimension un peu héroïque fantasy épique à la découverte de Mu, et un enjeu avant sa découverte. Nous mettre ça là alors qu'on est en pleine bataille contre les Chevaliers d'Or, ça sert à rien, très honnêtement. Pas oublier quand même que normalement, dans le manga, on passe du discours d'Ayolia, ne laissez pas Shaka ouvrir les yeux, à les Seiya, Shun et Shiryu mis au sol directement par Shaka. Il n'y a même pas l'amorce de confrontation qu'on a quand ils parviennent... Enfin, il n'y a pas la découverte de Shaka par les bronzes qui rentrent dans le temple de la Vierge. Donc c'est vraiment, ça va très très vite dans le manga. Donc ils n'ont pas adapté ça. Ils n'ont pas adapté les disciples de Shaka qui permettaient de réintroduire Ikki plus tôt dans le récit. Et nous font cette péripétie venue du normalement de la découverte de Jamir. Péripéties qu'on n'a pas eu dans la saison 1, puisqu'on a eu des péripéties avec des bronzes qui luttaient contre des hélicos, alors qu'on aurait pu avoir ça. Peut-être que il y a cette volonté-là aussi de remettre beaucoup d'un côté fantasy, plus que réaliste. Bien marquer la différence. Ils n'étaient pas obligés. C'est long, quoi. C'est long, c'est long. Je pense qu'on va pas avoir Shaka du tout de l'épisode, en fait. Ça fait épisode filler. Écoutez, voilà, si ce temps-là n'est pas pris pour rusher des trucs vraiment importants à l'arrivée sur une globalité, j'aurais trop rien à dire. C'est sûr que là, à la fin de l'épisode, je vais être un peu frustré parce que l'histoire n'a pas beaucoup avancé du coup. Il va faire le Ryuisho, puisque c'est ce qu'il fait pour ouvrir la voie dans le... Ouais, c'est ça. Le Isho qu'on n'avait pas eu. D'une certaine manière, ils ont redonné les moments de gloire qu'on a... Enfin, comme ça, ils redonnent le moment de gloire qu'on n'a pas eu de Shiryu dans la saison 1. Ouais, donc ça n'a pas marché. Normalement, il balaye tous les spells. Attendez, du coup, Seiya va se retrouver seul face à Shaka. Dans l'esprit, ça me rappelle le passage des Chevaliers d'Acier, pas d'Acier, des Chevaliers des Abysses, dans la série d'origine, ce filler où on a ce délire de faire chaque personnage, chaque Chevalier de Bronze, en fait, on a, bien avant que ça arrive dans la période du Sanctuaire, chaque Chevalier de Bronze qui se sacrifie, entre guillemets, auprès d'un personnage pour permettre à Seiya de continuer à avancer. Là, on vient de nous le faire, alors que c'est quand même ce qui va se passer à la fin de l'arc du Sanctuaire. Mais d'ailleurs, qui faisait d'ailleurs dans le rajout de la maison du Sagittaire dans la série. Il y avait cette même logique de chaque personnage fait quelque chose pour permettre à Seiya d'être le dernier à arriver au bout. Là, on nous le fait ici. J'espère qu'on le fera pas dans la maison du Sagittaire. Parce que c'est très très long hein, ce passage. C'est même pas fini. C'est même pas fini. Ouais, ok. Que dire? Épisode avec totalement inédit. On a vu quasiment 99% de choses qui ne sont pas tirées
directement du manga ou de l'animé. Bien que ce soit des choses qui, malgré tout, piochent dans le manga. On a un scénario là qui part totalement dans du nouveau, qui arrête l'enjeu rapide, l'enjeu qui est la course contre la montre, de la montée des maisons du Zodiaque. Alors au lieu de popper et d'aller directement sur Shaka, on s'arrête et on fait autre chose. Alors peut-être qu'ils ont fait ça aussi dans une logique de rythme, se dire qu'enchaîner comme ça les maisons, c'est un côté redondant, donc il faut casser ce rythme-là, et on va faire autre chose. Il y a peut-être de ça. On a eu toute une explication qui permet d'amorcer un flashback de la mise à mort d'Aiolos pour justifier, pour donner un rôle particulier à Marine et pour justifier qu'elle soit la seule à porter le masque. Il y a plein de choses, hein, il y a plein de choses. Et puis on a eu un Milo donc, qui agit par lui-même et qui est arrêté dans sa volonté de tuer Ayolia par Saga, grand pote. Donc est-ce que c'est le bon Saga? Est-ce que c'est le mauvais Saga mais qui joue la bienveillance pour manipuler, en tout cas qui est très subtil dans sa manipulation, hein. On comprend que les Chevaliers d'Or le respectent, quand on voit ça en tout cas. On a l'élément énoncé par Mu que Déidalos était aussi un disciple de Shion qui est mentionné pour la première fois. On a que du nouveau, mais que du nouveau qui tire sa source réellement des éléments connus du manga, mais pour en faire autre chose et les mettre dans un ordre totalement différent. Est-ce que ça sera pertinent? Je ne sais pas. Ce que ça nous indique en tout cas, c'est que au début on pensait que, enfin je dis on, je parle au général, mais je pense qu'on pensait tous que cette saison 2 allait adapter en gros en 12 épisodes l'arc des Chevaliers d'Or. Voilà, comme on avait une première saison de 12 épisodes qui avait été très rushée sur plein de trucs, on s'est dit que bah ils feraient ça. Visiblement ça va être beaucoup plus long, parce que là on est au terme de l'épisode 8 et Shaka n'est toujours pas combattu. Et le scénario s'ouvre à vous voyez, là, on nous fait durer cette épreuve, donc ça veut dire que Shaka, au mieux, il va apparaître dans la deuxième moitié de l'épisode suivant. Donc, en tout cas, ça promet d'avoir un arc du sanctuaire qui va être assez long. Je sais pas du tout, il n'y a aucune communication sur la durée totale que ça va faire, ni même si ça va être découpé en deux parties avec une diffusion différente. J'espère que non. Parce qu'on a quand même eu 2 ans hein, sans série, là. Donc j'espère qu'ils ont pris le temps de faire tout, et qu'on va tout avoir comme ça. Crunchyroll n'a absolument pas communiqué sur combien il y aurait d'épisodes pour cette saison. Donc on est pendu à la diffusion toutes les semaines, tous les dimanches. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a rattrapé la diffusion, hein. C'est le dernier épisode en date à avoir été diffusé. Le prochain, donc quand vous verrez cette vidéo, vendredi soir, l'épisode 9, il sera diffusé le dimanche d'après. Donc on va le découvrir ensemble. Je suis curieux, là ça part dans des directions totalement inattendues, inédites. Donc j'ai pas trouvé ça désagréable, parce que forcément je n'ai pas d'attente. Voilà, je vous ai soumis mes questions, mes questionnements. On va voir où ça nous mène. Je suis curieux, et on se retrouve donc, pas demain, mais probablement 2 jours après la diffusion de l'épisode 9 sur Crunchyroll. Guettez la chaîne, en attendant il y a toutes les autres vidéos à aller voir, et aussi des vidéos sur les figurines, hein, parce que je vous rappellerai à ceux qui débarquent que à la base, cette chaîne YouTube est destinée à la présentation des figurines qui sont derrière moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous.